Cette semaine, à Vidéoterreur, le film Daughter of Darkness et une entrevue exclusive avec son héroïne, Madame Danielle Ouimet. Cette semaine à Vidéoterreur, on va s'attarder au film Daughter of Darkness qui met entre autres en vedette Danielle Ouimet et on l'a eu en entrevue. On en parle immédiatement avec notre spécialiste en films d'horreur en résidence, Monsieur Jimmy Francaire. Salut Jimmy. Bonjour Pierre, ça va? Ça va bien toi? Toujours très bien, merci. Oui, Daughter of Darkness, est-ce que c'est un film québécois? Non, c'est pas un film québécois, malgré que Danielle Ouimet là, est l'actrice principale. Là, c'est un film qui a été réalisé en 1971 par Harry Kummel. C'est une production à la fois française de Belgique puis allemande. Mais effectivement, l'actrice principale est Danielle Ouimet. D'où ça vient? C'est quoi la genèse? En fait, disons, le méchant du film, ce qui amène l'élément vampirique terrifiant, parce que c'est un film effectivement de vampire, c'est le personnage historique Elizabeth Bathory, qui est une comtesse qui est tristement connue là, pour avoir tué 650 personnes. Divers sévices. Là. La légende raconte entre autres qu'elle se baignait dans le sang des vierges pour atteindre l'immortalité. La comtesse est née en 1460. Autour de 1602, là, les légendes et les rumeurs en fait commencent qu'il y a des gens qui disparaissent beaucoup dans le château, qu'il y a plus de gens qui en rentrent que qui en sortent. Puis il va y avoir un procès là, en 1610, puis elle va mourir en 1614. Là. Donc c'est un personnage, je dirais, qui va aussi prendre place, je dirais, dans le mythe du vampire. Là. Oui, puis c'est un réel personnage. Je suis allé dans son château à Kachich, en Slovaquie, et c'est très intéressant. Elle, je l'ai déjà dit dans une autre émission, mais quand elle a été prouvée coupable, là, ils l'ont emmurée dans son château. Elle est morte dans les murs de son château. Fait que toi, tu as eu la chance d'en sortir. Oui, bien là, on peut. Ils ont fait un trou. J'ai pu voir ça, heureusement. Et donc, c'est quoi l'histoire, le scénario? On est vraiment dans la vie d'Elizabeth Bathory? Non, c'est vraiment, en 71, je dirais, c'est très contemporain. Où on est c'est des jeunes mariés qui arrivent dans un hôtel, puis sont en voyage de noces. Puis il y a une étrange comtesse qui est là, qui semble avoir, je dirais, un pouvoir d'attraction assez important. Puis ce qui était intéressant, c'est que dans l'hôtel, en fait, il y a toujours juste pratiquement 4 personnes, 5 si on compte le maître d'hôtel. Fait que, en fait, je dirais qu'au-delà du mythe du vampire, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Danielle, là, qui s'appelle Valérie dans le film, était un personnage très innocent, très, très pur. Puis, autour, même son mari, là, je dirais, a des comportements un peu louches et bizarres. On a la comtesse, je dirais, qu'on sent un peu qui est comme un peu une araignée là, qui les prend graduellement dans sa toile, qui tente un peu comme de les pervertir. Fait que c'est beaucoup, je dirais, une relation de pouvoir, de domination là, qui s'installe. C'est un film, je dirais, d'une certaine façon, qu'on pourrait qualifier en finesse. Là. On n'est pas dans le film de la Hammer ou des films là, avec du gore. On est vraiment, je dirais, dans un film de vampirisme psychologique. C'est plus suggéré. L'horreur est plus suggérée. Tout à fait, oui, définitivement. Puis, il y a une poésie aussi dans ce film-là, je dirais. Puis, ce qui nous ramène un peu à d'autres films ou à d'autres réalisateurs. Parce que, justement, dans le cinéma du vampire, on a des films qu'on pouvait qualifier de franchement horrifiants. Mais il y a aussi une école qu'on pourrait qualifier un peu plus dans le romantique ou même dans le sensuel. Par exemple, si on prend, par exemple, un cinéaste français comme Jean Rollin, qui a la distinction d'avoir produit le premier film de vampire en France, Le viol du vampire. Jean Rollin a fait une 50aine de films, mais il est surtout connu, je dirais, pour ses films de vampires. Je qualifierais peut-être pas d'érotique, là, mais avec une certaine nudité, très, très suggérée, un peu d'ambiance de rêve. Je dirais, pour ceux qui aiment les histoires très rationnelles, cartésiennes, restez loin de ça. Là. Clairement, on n'est pas là. On est dans du cinéma à la rigueur presque expérimental. On a ce cinéaste-là, je trouve, s'insère un peu dans la lignée du film Daughters of Darkness, où on est encore une fois, je dirais d'une certaine façon, Daughters of Darkness est beaucoup plus structuré en termes d'histoire, je dirais le scénario est solide, mais l'espèce d'ambiance, un peu de rêve suggéré, les ambiances un peu très, très, comment je trouve ça, de l'ordre du rêve, de l'ordre du l'onirisme. L'onirisme, tout à fait, là, on est vraiment là-dedans. Là.
Donc, toi, tu as réussi à parler à Danielle Ouimet. Elle était généreuse, elle a accepté. Elle était super, là. Écoute, j'ai tout de suite dit oui. Elle était super généreuse de son temps. Je pense qu'elle a gardé un très beau souvenir puis un bon souvenir de ce tournage-là. Fait que c'était super intéressant comme entrevue. J'ai bien hâte de voir ça. Et d'ailleurs, on va y aller tout de suite. Allons voir cette entrevue-là. Super. Comme ça, on va pouvoir admirer la magnifique Danielle Ouimet nous parler de son rôle dans Daughter of Darkness. On vous revient tout de suite après. Un gros merci là, d'être avec nous là, pour Vidéo Terreur. On voulait vous parler là, de votre film Daughters of Darkness. Puis peut-être la première question en fait là, qui me vient tout de suite, là, c'est au niveau, là, comment vous avez fait pour avoir ce rôle-là? Parce que c'est quand même un rôle de premier personnage. Oui, en fait, j'avais fait Valérie, qui a eu un gros succès, ce qui leur a permis d'avoir de l'argent pour faire l'initiation, qui a été un gros succès. et à chaque fois, je ne sais pas si c'était calculé, probablement, ils m'ont emmené au Festival de Cannes pour le marché. Parce qu'il s'est dit, quand ils vont la voir, peut-être que... Et puis, c'était le Québec qui suivait un peu peut-être à la manière de Brigitte. Je ne veux pas me comparer, là, mais Brigitte Bardot avait fait ce même sorte de scandale à l'époque. Et donc, c'était pour eux, hey, au Québec aussi, on en a une comme ça. Alors, ils m'ont amené là-bas. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que j'ai Denis Roux qui dit, il y a un monsieur qui est producteur en France qui aimerait ça te rencontrer pour un film que tu pourrais faire en France. Je me souviendrai, c'était au Negresco, je me souviendrai toute ma vie. Je suis rentrée et j'étais tellement énervée, je vous le jure, c'était épouvantable de vous dire ça. Je suis allée renvoyer les toilettes tellement j'étais énervée. Et puis, je me suis assise, il m'a regardée, il m'a dit, tout d'abord, est-ce que vous êtes libre pour cette année, pour l'automne? J'ai dit oui, certainement, bien sûr, je peux faire ce que je veux avec ma vie. Et il m'a regardée puis il m'a dit, OK, vous avez le rôle. Oh. J'ai dit, pardon? Ah ben, il dit, oui, c'est vrai, il faut que je vous donne le texte et puis qu'il faut que vous l'approuviez, mais il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, voici le texte et puis vous avez le rôle. Alors, j'ai trouvé ça quand même assez phénoménal qu'en l'espace de 2 minutes, il puisse, tu sais, je me suis dit, il a eu peut-être les films, il a peut-être... Puis finalement, vous savez, la vie est bizarre. On ne fait pas attention à la technique, nous, ou aux obligations quand on fait ce genre de choses-là. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai su plus tard, forcément, que c'était Cinépix à Montréal qui payait mon salaire. Ce qui veut dire que pour la production, ça ne leur coûtait rien de m'avoir. Alors ça, c'était déjà, en plus de ça, un plus, c'était un truc supplémentaire. Et ils s'assuraient automatiquement d'avoir... Et là, j'avais eu 2 films à succès, la distribution au Québec et au Canada de ce film-là. Et en ayant la distribution, ben, ils ont payé un certain montant aussi, moins cher probablement, pour pouvoir se permettre d'avoir la distribution. Résultat, j'étais un plus pour eux dans la réalisation. Mais je me suis très, très, très bien entendue avec le producteur français, Henri Lange, qui s'appelait, il est décédé d'ailleurs. Et Henri et moi, on a été des amis très, très, très longtemps par la suite. Alors oui, j'ai eu ce film-là assez rapidement. Mais tu sais, au-delà, je te dirais, du côté financier, je veux dire, il fallait quand même avoir aussi une certitude ou en tout cas une bonne garantie que le talent allait être là, parce que vous n'êtes quand même pas un personnage secondaire. Là. Dans ce film-là, clairement, tout tourne autour du personnage de Valérie. Et tout le monde meurt sauf moi. Je finis le film en plus. Oui. Mais c'est drôle parce que c'est très drôle parce que j'ai remarqué quelque chose. Ils ont ressorti le film. Ils le ressortent de toutes les façons. Et dépendamment de l'endroit où c'est situé. En France, c'est Delphine qui est sur la pochette. Aux États-Unis, c'est John Carlin et moi, parce que John Carlin est américain. Et en Allemagne, c'est André Arau qui a un rôle secondaire. Alors, tu sais, c'est très drôle parce qu'on a différentes pochettes pour exactement le même résultat, ouais. Ah, c'est bon. Puis, justement, en parlant de Valérie,
Pensez-vous que c'est par hasard que le personnage s'appelle Valérie ou c'est une référence, je dirais, assumée là, avec votre premier film? Non, c'est assez bizarre. C'est parce que je ne sais pas si ce nom-là, j'aurais dû le porter. On m'offre très régulièrement de me faire appeler Valérie. Mais à un moment donné, il dit « Oh non, 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 tu peux pas, tu l'as déjà fait. » Mais quand on m'offre des rôles, souvent, c'est le nom de Valérie qui est là au départ. Et assez bizarrement, j'ai été obligée dans certaines productions de changer de nom. On m'a appelée Nadine à un moment donné ailleurs parce que c'était Valérie au départ. Non, non, c'est assez particulier. C'est pas prévu comme ça. Faut croire que c'est un rôle, c'est du rythme. Hein? Alors, Valérie, ça donne une idée de quelqu'un peut-être d'aérien, j'en sais rien, de léger, d'amusant, je sais pas. C'est un nom qui fait sourire, il faut croire. Et alors, obligatoirement, ça m'est offert assez régulièrement. Je ne sais pas pourquoi. OK. Puis, tu sais, vous parliez justement là, de la distribution au Québec. Là, à l'époque, là, le film a été reçu comment au Québec? Est-ce que vous avez un souvenir? Le Rouge aux lèvres n'a pas été reçu avec beaucoup... Ben, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'un coup rendu sur place, nous, on devait faire le film en français. Et on avait reçu le texte en français, on faisait les répétitions en français. Et là, tout d'un coup, le réalisateur s'est aperçu que John Carlin parlait très mal le français, même s'il avait un accent à couper le souffle. Ea Rao, qui était allemande, ne parlait pas bien le français non plus. Elle aussi, elle avait un accent qui était très allemand. Et finalement, Delphine, moi, les quatre, on parlait anglais. Alors, ils ont tourné ça tout d'un coup et on a tourné le film en anglais. Et je trouve qu'il y a un désavantage à cette production, justement, c'est qu'on a été obligé de se doubler en français. Et je trouve ça dommage parce que j'étais pas une très, très, très bonne en doublage et il y a des fois, il y a des sons, je m'haïs assez quand je m'écoute en français, ça n'a pas de bon sens, j'haïs ça, je dis, voyons donc, je suis encore vivante, je peux-tu recommencer? Alors, le film il faut croire que les gens ont réalisé que je me doublais, ils n'ont pas très bien compris. Et puis, ce genre de cinéma-là n'était pas à la mode à l'époque. Pas du tout. Et, mais finalement, ce film-là est devenu, avec le temps, un film culte. Aux États-Unis, on appelle sans arrêt des universités pour me parler de ce film-là. À Toronto, il y a un festival de horror, je sais pas quoi, qui m'a invité il y a 2 ans. Écoutez, je suis restée, mais j'en revenais pas. Tu t'assois à une table, le jeune homme qui m'a demandé d'aller là me dit est-ce que vous avez j'ai des photos, mais j'ai pas rien de matériel. Il dit inquiétez-vous pas, je vais tout vous fournir ça, des photos. Mais j'ai dit qu'est-ce que je vais faire à Toronto? Vous allez être assis puis vous allez répondre aux questions des gens pour m'apercevoir assez bizarrement, que ça coûtait 50 $ la photo, puis 50 $ pour se faire photographier avec moi, et que tout cet argent-là me revenait. J'ai dit, pardon? Je pensais que c'était pour eux autres. Eh bien non, ça me revenait. J'en revenais pas, vraiment, j'ai trouvé ça très, très particulier. Et c'est là que j'ai réalisé que le film avait un réseau que je ne connaissais absolument pas d'adorateurs de ce film-là. J'ai une fille ici, Isabelle Grondet, qui est une femme qui adore ce genre de cinéma-là. Sur Facebook, l'autre jour, il y a des défis qui sont envoyés à tout le monde. Envoyez-nous vos 10 films préférés de toute votre vie. Puis elle a mis le mien en numéro 1. Et Isabelle, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, oui, je te l'ai dit que je l'aimais, ton film. Alors, je me réveille en réalisant que ce film-là a une vie sans moi, finalement. Ça se fait tout seul et ça se promène tout seul. Et je vais vous montrer. Attendez, je vais aller chercher. Il y a quelque chose qui est incroyable. Je suis la seule à avoir encore le scénario. Ah, wow. Là, j'ai le réalisateur on s'est parlé dernièrement parce qu'effectivement, il voulait me dire que le film sortait encore dans un format super, je sais pas quoi. Là. En 4K, là? Oui, c'est ça, exact.
Alors, je lui ai dit, vous savez, j'ai dit, en faisant le ménage, ça c'est le confinement, j'ai ouvert des boîtes et j'ai retrouvé le scénario. Et il me dit, mais non, c'est pas vrai. Alors, il me dit, Daniel, ça n'a pas de sens. Il dit, moi, je ne l'ai pas, la production ne l'a pas, Shocking Thing ne l'a pas. Il n'y a personne qui l'a, il y a juste toi qui l'a. Alors, il m'a demandé pour la Belgique, de le copier puis de le renvoyer dans un domaine où le cinéma est roi. Ben, c'est intéressant ce que vous amenez parce que, bon, là, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais tu sais, de façon générale, là, c'est une réaction aussi qu'on entend souvent, là, c'est-à-dire des acteurs qui se rendent compte que, surtout les films, là, je dirais, horreur fantastique, qui ont gardé une popularité même après plusieurs années, puis un peu surpris là, de se rendre compte justement là, de l'impact qui reste encore. Tu sais, moi, je dirais, de façon générale, les amateurs de films d'horreur ont tendance, je pense, à avoir la mémoire longue, puis à pas se gêner de regarder des films là, qui sont pas juste des box-office là, récents. Là. Fait qu'on peut avoir des jeunes de 20 ans qui vont aller regarder des films des années 60, 70 sans nécessairement la barrière encore une fois, du box-office. La première fois que j'ai su qu'il se passait quelque chose, je ne sais pas si vous vous souvenez des Dieux de la danse ou je ne sais pas trop quoi, quelque chose comme ça. Enfin, bon. Ça dit vaguement quelque chose. Norman Brathwaite, il y a à peu près 10 ans, 15 ans, qui faisait cette émission-là, où c'était pas les Dieux de la danse, non, c'était des comédiens qui dansent. C'est pas les Dieux de la danse, non. Et j'entre à Radio-Canada, je suis en bout de corridor, Norman Brathwaite me voit, puis il fait oh, elle est là. J'ai dit, ben voyons, qu'est-ce qu'il me connaît depuis des années, c'est quoi le problème? Il me dit, c'est toi qui es dans Daughters of Darkness. Ben j'ai dit oui, je l'ai vu. Il dit, mon Dieu, il dit, je peux pas croire, je savais pas que c'était toi. Puis là, il m'a fait promettre, là, il me demandait de lui expliquer toutes il m'a fait promettre, on ne l'a pas encore fait, d'aller le voir avec lui, puis de lui raconter, d'arrêter pour lui raconter anecdote par anecdote. Qui s'était passé pendant le film. En fait, la plus grande difficulté avec ce rôle-là, ça aurait été quoi? Hein? Le réalisateur. Ah oui? Parce que je pense que lui, on lui avait imposé ma présence. Puis, et il s'entendait pas très bien avec moi. Parce que aussi, j'étais pas sûre. J'avais fait 2 films. Écoute, t'as Delphine Seyrig à côté de toi. Je m'excuse. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire du monde. Cette femme m'a pris sous son aile, m'a protégée, Voyez-vous, j'ai appris de ces grandes dames-là. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'avais de la difficulté à donner mon texte ou à l'interpréter. Et elle me regardait, puis elle se disait, ah boy, comment je vais faire? Probablement passer à travers ça. Et elle m'a dit carrément ceci, et je le fais maintenant pour les jeunes qui commencent et qui sont nerveux. Elle m'a dit, Daniel, elle dit, j'ai de la difficulté avec mon texte. Elle dit, ça rentre pas bien. Ça vous dérangerait qu'on répète à 2? En fait, c'est moi qui la faisais répéter parce qu'elle était impeccable. Alors, elle m'a fait ça régulièrement. Et un jour, j'ai eu une grosse dispute avec le réalisateur, grosse, là. Il y avait Guy Latraverse qui était venu me voir en Belgique à l'époque, et je lui avais dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, je suis tellement découragée, je m'entends vraiment pas avec le réalisateur. Il m'a dit, Daniel, laisse-toi pas faire. Écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Le jour même, je le confrontais, puis je l'ai confronté devant toute l'équipe. Et pour revenir à Delphine, qui n'avait pas assisté à la confrontation, le lendemain, on est en test d'éclairage et si vous voyez le film, vous saurez que c'est un moment d'apothéose pour moi. C'est ce moment où elle me dit de pas pleurer ou je sais pas trop quoi, puis elle me dit « Ah, je t'aime, tu es belle, etc. » Puis elle m'embrasse et puis il y a une goutte de sang qui apparaît sur... Bon, cette scène-là. Et c'était très précis parce que il fallait faire un éclairage très précis, il fallait être sur place pour bien voir à ce que tout soit parfait. Et on était dans l'attente et à un moment donné, elle avait entendu parler de la confrontation la veille. Naturellement,
je me suis dit, bon, ben, tant mieux, elle n'a pas assisté à ça. Et elle a fait venir le réalisateur devant nous, puis elle m'a dit, vous savez, Harry, j'ai fait des films avec Jean-Jacques Demy et il disait quelque chose. Jean-Jacques Demy, c'est celui qui a fait quand même Peau d'âne, hein, c'est un détail. Et il disait quelque chose, et puis elle m'a dit, je m'aperçois que sur ce plateau, c'est tout à fait adéquat. Elle me disait que quand les comédiens, puis là, elle se limait les ongles en faisant ça, puis elle prend sa lime, elle fait, quand les comédiens, elle me pointe du doigt, sont excellents, un réalisateur est totalement inutile. Elle te l'a cloué à l'espace de 2 minutes devant moi, d'un air de dire, hey, toi, là, tu vas pas déranger cette jeune fille-là. Et cet appui-là a fait, bien sûr, que tout ce qui était autour s'est bien déroulé parce que je me sentais soutenue par des gens comme ça. Et John Carlin aussi, ce jour-là, s'est fâché puis il est allé donner un coup de poing au réalisateur. Ça a été l'enfer. Mais je m'entends très bien maintenant avec le réalisateur. On s'écrit. Ben, je ne veux pas dire que je vais le Frencher, là, disons. Mais je m'entends très bien avec lui maintenant. Ça a été quand même un tournage relativement tendu, est-ce qu'on peut dire ça? Ça a été tendu pour une seule et unique raison, surtout, c'est que comme c'était un film de vampires, il fallait toujours que ce soit le soir et la nuit, parce que les vampires ne travaillent que la nuit. Donc, nous, on tournait le jour, mais ils fermaient les fenêtres avec du papier goudronné. Alors, je n'ai pas connu le jour pendant 1 mois et demi. Ah ouais, quand même. Semaine. À 1 mois et demi, là, tous les jours, j'étais dans le noir total. On était à puis quand on sortait, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais quand on sortait pour tourner, c'était toujours à la brunante ou à des trucs comme ça. Alors, ça finit par tomber sur, tu sais, pas de lumière, ça finit par tomber sur les nerfs. Et donc, il fallait avoir vraiment... mais j'avais une équipe, les accessoiristes, la maquilleuse, le caméraman. Je me rappelle de leur face, je me rappelle de tout. C'était des êtres absolument fantastiques. Et quand tu as du plaisir de les retrouver tous les matins, ben, tu sais, je veux dire, laisse faire la noirceur, là, c'est ici que ça se passe et c'est maintenant. C'est un film qui a demandé beaucoup de... Quand on tournait carrément dans les canaux avec le manteau de fourrure près de l'eau, puis manquer de renverser, ou alors la fameuse scène dans les dunes de sable où John Carlin se fait enterrer, puis il a fallu l'enterrer pour vrai, et ça, là, laissez-moi vous dire qu'on se sentait... Puis c'était le soir, là, on gelait, j'étais en robe, mais je gelais, c'était incroyable. Mais tout ça fait que ça a été un film très dur à faire, mais le résultat est tellement agréable, tellement. Ça a été tourné à quel endroit? Hein? À Bruxelles, surtout, à Bruges, à Ostende. Okay. Ça, c'est 3 endroits. Et c'était assez amusant parce que on a commencé dans l'hôtel Astoria à Bruxelles. Et quand on est allé à Ostende, c'était en bord de mer parce qu'on avait justement les scènes de bord de mer à faire. Et on a refait faire à l'entrée la porte tournante pour la remettre comme dans l'hôtel. Ouais. Alors, à un moment donné, ils ont hérité d'une porte tournante alors que c'était pas ça au départ. Ouais. Pour faire les liens quand on sortait. Parce qu'on n'avait pas vu l'extérieur. Mais les intérieurs sont à Bruxelles et les extérieurs sont à Ostende. Ouais. Votre meilleur souvenir du tournage, ça serait quoi? Ah ben, c'est les moments avec John Carlin, qui est décédé il y a à peine 6 mois, qui était un être absolument adorable, nous, les fins de semaine, on avait juste une journée de congé, on partait dans la ville, on allait voir les gens là-bas, on se promenait. Et John était donc il ne parlait qu'anglais, donc je pouvais parler aussi anglais parce que bon, c'était un homme qui avait beaucoup de métiers aussi. Alors j'ai appris beaucoup je pense que c'est ça les bons moments. Puis Delphine,
Écoutez, quand tu as fait l'année dernière à Marienbad, je m'excuse, tu te sens bien petite à côté de cette dame. Et ça aussi, sa présence. Je sais que quelque part, il a été question qu'on fasse un sequel, une suite à ça. Ah ouais. Oui, je l'ai su quelques années plus tard, mais là, ce ne serait pas vraiment le temps. Ah, peut-être. Quoique Delphine n'avait pas mon âge quand elle a tourné ce qu'elle a tourné. Mais peut-être que je pourrais être celle qui a réussi à passer à travers la vieillesse à cause du sang qu'elle a pris partout. Je sais, ça pourrait. Ça serait très intéressant. En fait, là, peut-être juste c'est personnel aussi. Quand je revois ce film-là, je trouve toujours ça dommage. En fait, moi, je vous aurais toujours vu dans 2 films aussi. Je trouve qu'à ce moment-là, ça aurait été intéressant de vous avoir aussi, soit dans un James Bond ou dans les films. J'aurais aimé ça. Dans les films avec de la Hammer, là, avec Christopher Lee, où on est beaucoup dans le même genre d'esthétique. Puis même des fois, je trouve ça surprenant que la Hammer n'a pas, je dirais, saisi la balle au bon là, en proposant un rôle, justement. Là, J'avais pas d'agent, en fait. C'était Cinépix qui m'a fait faire presque tous mes films. Écoutez, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir eu là, à l'émission. Là. Je suis vraiment très, très content. Un gros merci, là, ça a été fortement apprécié. C'est un grand plaisir. J'aime beaucoup parler, pas tellement du passé, parce que ça te fait de l'âge, mais des choses que j'ai vécues et qui ont eu de l'importance et que vous appréciez. Parce que c'est ça la récompense. Tu sais, on le fait sur le coup, puis on se dit, prochaine chose. Mais quand au bout de 15, 20, 25 ans, et là même 50, on revient puis on dit, hey, c'était le fun. Voilà, je suis très, très, très heureuse. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Il y en a eu beaucoup des vedettes québécoises comme ça qui ont joué dans des films d'horreur. Moi, dans ma tête, je pense à Karl Marotte dans Meurtre à la Saint-Valentin. Oui, que ça serait super fun de l'avoir aussi. Puis, effectivement, Karl Marotte, je pense que c'est un de ses premiers rôles dans My Bloody Valentine. Donc, on voit, écoute, ça se calcule. C'est le premier qui meurt. Ça se calcule en minutes. Mais c'est quand même, je dirais, une présence qui est intéressante dans le film. Puis le fait que ce soit québécois, je pense que c'est une valeur ajoutée. Merci, Jimmy, pour d'avoir réalisé cette entrevue-là et puis de nous avoir partagé, en fait, cette petite trouvaille. Merci à Mme Ouimet pour sa générosité. Et juste avant de vous laisser, je tiens à vous dire que, premièrement, vous pouvez nous écrire si vous avez des commentaires, des suggestions à videoterreur@hotmail.com et que vous pourrez aussi écouter l'intégralité de l'entrevue avec Mme Ouimet sur YouTube et sur le site Internet de la télé du Haut-du-Lac. Merci d'avoir été les nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéoterreur. Bonne semaine!